Antoine Compagnon est professeur au Collège de France. Depuis 2006, il est titulaire de la chaire de littérature moderne et contemporaine, Histoire, Critique, Théorie. Antoine Compagnon enseigne également à l'Université Columbia de New York depuis 1985, ancien élève de Polytechnique, ingénieur des ponts et chaussées, docteur d'État en lettres. Antoine Compagnon a un CV dont il ne me permet pas, le temps ne me permet pas d'avancer en détail pour l'exposer. C'est un spécialiste de littérature, Montaigne, Baudelaire, mais également d'autres, Roland Barthes notamment, Joseph de Maistre. Énormément de travail de littérature et d'édition. Notons notamment l'édition du côté de chez Swann que vous avez fait pour les éditions Gallimard. Un chemin d'enseignement extrêmement riche à différents endroits dans le monde, que ce soit à Philadelphie, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit également à la Fondation Thiers ou encore à Oxford. Antoine Compagnon a des activités extrêmement riches, qu'elles soient auprès du CNRS, que ce soit auprès, par exemple, qui est notable, il est président du conseil scientifique depuis 2015 de la Bibliothèque nationale de France. Il a été lauréat à de nombreuses reprises, prix Claude Lévi-Strauss de l'Académie des sciences et morales, chevalier de la Légion d'honneur, officier dans l'Ordre national du mérite, officier des arts et des lettres, commandeur des palmes académiques. C'est un véritable honneur de vous recevoir aujourd'hui, Monsieur Antoine Compagnon. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver, de passer un moment avec vous, après avoir, comme d'autres, surmonté les difficultés pour rejoindre ces lieux. Alors, j'ai dit que je parlerai des relations de la littérature et de l'innovation, puisqu'il me semblait que c'était un sujet qui pouvait vous intéresser et qui allait toucher à la place de la littérature dans le monde moderne, dans notre monde. Ces deux mots de littérature et d'innovation sont probablement deux mots qui ne vont pas très bien ensemble. Et c'est pour ça que j'ai choisi de les associer. Il y a quelque chose d'un peu choquant, d'un peu iconoclaste à les associer. Innovation, est-ce un terme approprié pour parler de la littérature? J'ai un collègue au Collège de France qui s'appelle Philippe Aguillon, qui a une chaire qui est intitulée, si mes souvenirs sont bons, « Croissance et innovation ». L'innovation, c'est le requisite de la croissance. Pas de croissance sans innovation. Innovation, c'est un terme aujourd'hui qui appartient à l'économie de la croissance. Et cela jure, en tout cas un peu, avec la littérature, avec les arts, avec la culture. C'est un terme de l'entreprise. C'est un terme de l'économie, de la macroéconomie et de la microéconomie. Il est lié à ce que l'on appelle la destruction créatrice, avec l'économiste Schumpeter. Et nous sommes dans un monde où, si tu n'innoves pas, tu meurs. Le monde numérique est rempli de ces noms de marques qui ont disparu parce qu'elles n'ont pas innové. Des produits qui appartiennent au cimetière de l'économie. BlackBerry, Yahoo, Motorola. Je fais toujours très attention en citant ces mots. Il y a quelques mois, j'étais à Timisoara et je dis dans cette liste des noms disparus du cimetière des marques Nokia. Et malheureusement, j'ai appris en sortant de la conférence qu'il y avait une usine Nokia à Timisoara et que tout le monde était désolé de la remarque que j'avais faite. Je fais attention
Mais j'ajoute que si on innove encore, on peut sans doute se récupérer. En tout cas, c'est un terme qui relève de la technique et de la technologie, et celui de ce que l'on appelle aussi l'obsolescence programmée, à la poursuite perpétuelle du nouveau. Nous sommes dans un monde où il faut toujours innover et à un rythme accéléré, de plus en plus accéléré depuis notre entrée dans le monde numérique, il y a quelques 40 ans, dans le monde qui est aussi celui de la mondialisation. Il faut s'adapter. C'est probablement l'un des mots d'ordre qui nous concerne tous. Il faut évoluer, il faut réformer. Chaque fois qu'on ouvre la radio, en ce moment, on entend parler du monde ancien. Je suis revenu de New York il y a quelques jours et il n'est question que de la disparition du monde ancien. Et je me demande évidemment tout le temps si j'appartiens à ce monde ancien. Alors cette idée d'innovation, évidemment, elle n'est pas tout à fait nouvelle. Elle est liée à la mode, elle est liée à la révolution industrielle et à la révolution politique, à la révolution française. Ce culte catégorique, impératif du nouveau comme définition de l'activité humaine, au fond, on pourrait en trouver les amorces au milieu du XIXe siècle, chez Baudelaire et ses contemporains, qui situaient l'ingénieur et l'artiste à l'avant-garde de la société. Notion d'avant-garde qui apparaît là et qui définit ceux qui sont donc en avant, que les autres suivront. L'activité humaine ne privilégie plus la tradition, la routine, non seulement dans l'économie, mais aussi dans la politique, et peu à peu, au XIXe siècle, également dans les arts et les métiers, et les beaux-arts qui sont entraînés dans ce mouvement. Mouvement, je disais-je, exacerbé aujourd'hui par le numérique et la mondialisation. Qu'en est-il de la littérature dans un tel contexte? Est-ce que la littérature est elle aussi soumise à cet impératif? Il faut innover, il faut s'adapter, il faut changer. N'oublions pas que dans les beaux-arts, dans les belles lettres, pendant très longtemps, le mot d'ordre a été radicalement différent. C'était celui d'imitation qui était la règle. Imiter, cela veut dire varier, effectuer des variations avec des éléments de toujours. L'originalité, ce n'est pas l'innovation pendant des siècles et des siècles, jusqu'au XIXe siècle. L'originalité, c'est une combinaison nouvelle d'éléments de toujours. Au fond, ce mot d'ordre d'Ezra Pound, qui date des années 1920, « Make it new », qui est le mot d'ordre de la modernité anglo-américaine, c'est un mot d'ordre qui apparaît peu à peu à partir du milieu du XIXe siècle. Jusque-là,
l'invention, c'est la variation. Il y avait un sociologue qui s'appelle Gabriel Tarde, qui était professeur au Collège de France au tournant du 19e et du 20e siècle, et qui est l'auteur d'un livre intitulé « L'invention considérée comme moteur de l'évolution sociale ». Eh bien, pour lui, l'invention, au tournant du 19e et du 20e siècle, c'est encore la petite chose qui fait bouger le socle de l'imitation. Il n'y a pas d'invention qui bouscule, pour lui encore, il n'y a que des combinaisons originales. Le génie, c'est une nouvelle combinatoire d'éléments vieux comme le monde. L'invention, c'est une imitation originale. Un autre professeur au Collège de France, qui s'appelait Paul Hazard, est l'auteur d'un grand livre intitulé « La crise de la conscience européenne ». C'est un livre de 1935. Et je le cite. « Une superstition naquit dont nous ne sommes pas débarrassés. » Cette superstition, pour lui, c'est le culte du nouveau. Et il cite à ce propos l'écrivain, le poète Paul Valéry, auteur d'un texte tout à fait capital au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1919, au lendemain de cette rupture radicale qu'est cette guerre de 14-18. Valéry est l'auteur d'un article très célèbre qui s'appelle « La crise de l'esprit », où il dit, et c'est la référence de Paul Hazard, « Le nouveau, qui est cependant le périssable par essence, est pour nous une qualité si éminente que son absence nous corrompt toutes les autres et que sa présence les remplace. » Autrement dit, s'il n'y a pas de nouveau, ça ne vaut rien. Et s'il y a du nouveau, cette qualité peut remplacer toutes les autres et suffire. C'est un bouleversement tout à fait radical. Et Valéry continuait, nous nous contraignons d'être toujours plus avancés dans les arts, dans les mœurs, dans la politique, dans les idées, et nous sommes formés à ne plus priser que l'étonnement et l'effet instantané de choc. Étonnement, choc. Voici deux mots capitaux dans cette religion du nouveau qui s'impose peu à peu. Étonnement, choc. Voilà encore des mots qui nous renvoient à Baudelaire, au milieu du XIXe siècle, à une esthétique qui est fondée sur le choc. Et Baudelaire, quand il pense à ces termes, il les emprunte à Edgar Poe, qui définissait la beauté par l'étonnement, wonder en anglais. Il n'y a pas de beauté sans choquer et sans étonner. Alors ici, je crois qu'il faut distinguer dans la nouveauté plusieurs modèles, plusieurs types de nouveautés. C'est un terme très très général que le nouveau. Il y a des nouveautés éphémères, temporaires, instantanées. C'est celle qui caractérise la mode, où l'on attend chaque saison ou chaque année
une autre nouveauté. Et puis, il y a des nouveautés qui sont beaucoup plus radicales, des nouveautés de rupture, des nouveautés qui instaurent un mouvement durable, des nouveautés qui font époque. C'est cette notion-là qui est importante. Michel Foucault parlait de grands inventeurs de discursivité. Autrement dit, il y a des discours qui peuvent se répéter pendant longtemps sur des variations. Et puis, il y a de grands inventeurs de discursivité, de ce que Foucault appelait des épistémés, de ce que l'historien des sciences américain Thomas Kuhn appelait des paradigmes. De temps en temps, on change de paradigme, on change d'épistémé, mais ce n'est certainement pas toutes les saisons. Ce sont des inventions qui font date, dans le cadre desquelles se suivent des renouvellements progressifs. L'invention, c'est alors une instauration. Et ensuite, dans le cadre de cette invention, de cette instauration, des progrès qui sont incrémentaux. Il y a un historien dit technique dont on parle beaucoup en philosophie, on en parlait peu il y a quelques années, qui s'appelle Gilbert Simondon, que je vous recommande de lire, qui s'intéresse à l'histoire des techniques et qui, dans l'histoire des techniques, observe ce même phénomène, des instaurations et puis ce qu'il appelle la concrétisation des potentiels d'une invention. Donc de temps en temps, il y a une invention et puis on met beaucoup d'années, de décennies à exploiter les potentialités de cette invention. Et il prend le modèle de la voiture. Tous les ans, les modèles de voitures changent. Après la Ford Galaxy 1962, on a la Ford Galaxy 1963 avec des ailerons un peu différents. Mais Simondon nous dit qu'en vérité, il n'y a que 2 ou 3 inventions importantes. Le moteur à combustion interne, le moteur diesel et peut-être aujourd'hui le moteur hybride ou le moteur électrique. La voiture, c'est 3 inventions, mais des modèles différents tous les ans. Qu'en est-il en littérature? Est-ce que cela fonctionne de cette manière? En tout cas, dans toutes ces circonstances, il y a une conséquence de l'invention, c'est le mot que j'ai employé tout à l'heure, d'obsolescence. Le résultat de l'innovation, c'est l'obsolescence technique. C'est la même chose dans les paradigmes scientifiques. Et il y a bien sûr un très grand danger à l'application de tels schémas qui viennent des arts et métiers, des techniques et de la science au domaine de la culture et de la littérature. Un grand danger de cette notion de progrès appliqué aux arts et aux lettres. C'est le paradoxe que beaucoup de penseurs ont envisagé et auxquels ils se sont heurtés à propos des œuvres d'art qui ne meurent pas. Et les foules se pressent pour aller voir l'exposition Léonard de Vinci au Louvre ces jours-ci, puisque ces chefs-d'œuvre sont des chefs-d'œuvre éternels, par opposition aux objets techniques
qui deviennent rapidement obsolètes. Dans La recherche de temps perdu de Proust, on vous a dit que j'en étais un spécialiste et que j'en avais édité différents volumes. Dans La recherche du temps perdu de Proust, il y a un personnage qui symbolise ce que j'ai envie d'appeler la bêtise du progrès. La bêtise du progrès appliquée aux arts et aux lettres. C'est une jeune Madame de Cambremer, marquise de Cambremer, qui veut vraiment être au goût du jour. Il y a un snobisme du progrès. Et pour ce personnage de la jeune Madame de Cambremer, l'art présent tue l'art du passé. Après Wagner, Chopin, ça ne vaut plus rien. Après Monet, Poussin, ça ne vaut plus rien. L'art du présent dévalue absolument l'art du passé. Et le narrateur de La recherche du temps perdu, en conversation avec elle, lui fait valoir, parce qu'il est un peu pervers, il lui dit « Ah, mais Debussy aime beaucoup Chopin. » Et alors elle est très très troublée par ce phénomène du retour du passé. Puis la conversation continue et il lui dit « Ah, mais Degas aime beaucoup Poussin. » Alors elle est véritablement troublée et elle lui dit « Il faudra que j'aille les revoir. Puisque c'est à la mode, puisque Degas, il y a une grande exposition Degas en ce moment au musée d'Orsay que je vous recommande d'aller voir, où vous constaterez en effet que Degas, grand artiste moderne, a commencé par copier tous les tableaux du Louvre. Un artiste moderne, c'est un artiste qui a d'abord copié tous les grands tableaux du passé. Et donc cette femme est tout à fait troublée par ce paradoxe qui fait que le passé revient à travers les artistes qui sont à l'avant-garde. Il n'y a pas d'avant-garde sans cette insémination par la culture du passé. Mais je disais, tous ces débats auxquels nous sommes confrontés, vous le voyez, depuis, au fond, le milieu du XIXe siècle, depuis Baudelaire, depuis les Saint-Simoniens, ce débat exacerbé dans l'entre-deux-guerres, je citais Valéry, je citais Ezra Pound, ce débat, évidemment, il est tout à fait, comment dire, exacerbé par le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui est celui de la révolution numérique. Parfois, on dit que c'est la troisième révolution industrielle, après le moteur et l'électricité. Et comme vous le savez, on s'interroge beaucoup sur le fait que cette troisième révolution, qui n'est peut-être pas industrielle d'ailleurs, Michel Serres disait, elle est plutôt désindustrielle, cette troisième révolution technique. Eh bien, on s'interroge beaucoup sur le fait que, à la différence des deux premières, cette troisième révolution industrielle ou désindustrielle n'a pas produit, à la différence des deux premières, de taux de croissance importants. Je suis entouré de prothèses numériques de toutes sortes, téléphones, objets liés à Internet, etc. Et tout ça n'accroît pas sensiblement
la croissance, l'efficacité, la productivité. J'ai eu parfois des débats avec mon collègue Philippe Aghion. Il me dit c'est parce qu'on ne sait pas mesurer la croissance et qu'on ne tient pas compte de ce dont il faudrait tenir compte, et c'est pour ça qu'on est confronté à cet accroissement des coûts sans augmentation de productivité. Mais il y a un livre de l'économiste américain Robert Gordon intitulé « The Rise and Fall of American Growth » qui suggère que nous revenons sur un rythme de long terme après une parenthèse de croissance qui aura duré environ 2 siècles. Qu'en est-il dans les domaines qui me concernent, c'est-à-dire la littérature, l'enseignement, la recherche, la culture, puisque c'est là que réside mon activité. Eh bien, malheureusement, c'est un domaine où il y a très peu de gains de productivité. Et c'est le drame de ce domaine dans ce monde dont je disais qu'il était régi aujourd'hui par l'impératif d'innovation et de croissance afin d'obtenir des gains de productivité. La culture, l'enseignement, la littérature et même la recherche, voilà des domaines tout à fait singuliers où les gains de productivité sont minimes, voire nuls, ce qui donne dans notre monde une situation tout à fait particulière et peut-être une grande fragilité. Il y a un économiste américain qui s'appelle William Baumol, qui est mort il y a quelques années et qui a étudié ce phénomène de ce qu'on appelle, de ce qu'il a appelé cost disease, dans ces secteurs d'activité que je suis en train de décrire. La fatalité des coûts croissants. Et comment a-t-il formulé cette loi de la fatalité des coûts croissants? En s'intéressant, en faisant une étude sur la culture à New York et les coûts croissants de la culture, l'augmentation des coûts pour caractériser ce secteur d'activité culturelle par opposition au secteur progressif où les gains de productivité peuvent être constatés. C'est très simple à expliquer. Pour produire dans une salle de concert de New York une symphonie de Beethoven, aujourd'hui, ça prend autant de temps que lorsque cette symphonie a été créée à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle. Il n'y a pas d'économie dans le secteur de la culture. Le financement de la culture est dépendant d'une augmentation continue des coûts, avec des conséquences qui sont évidemment dramatiques, qui sont celles d'une culture qui coûte de plus en plus cher. La culture coûte de plus en plus cher. L'opéra, le théâtre, peut-être même les livres, parce que voilà des secteurs où il n'y a pas de gain
de productivité. Et pourtant, les salaires s'alignent peu à peu sur les secteurs progressifs. Peut-être lentement. On sait bien que les professeurs ne sont pas assez payés, comme on dit. Mais peu à peu, leurs salaires rejoignent tout de même la tendance générale. De ce point de vue, les professeurs et la culture en général, c'est un peu, j'aime bien prendre cette comparaison, comme la coiffure. Si c'est fait plus vite, c'est mal fait. Il n'y a pas moyen de gagner du temps en conservant la qualité. Quand j'étais enfant, que j'allais chez le coiffeur, on coupait les cheveux avec une tondeuse mécanique. C'est très désagréable. J'ai encore le souvenir d'avoir les cheveux pincés et tirés dans la tondeuse mécanique. Ensuite, il y a eu un grand progrès, c'était la tondeuse électrique. Je me souviens de ça quand j'ai fait mon service militaire. Évidemment, c'était un progrès. Ça allait beaucoup plus vite. Mais c'était très mal fait. Ensuite, on est passé à la coupe au rasoir avec les cheveux mouillés dans les années 70. Ça a pris de nouveau du temps et c'était plus cher. Et aujourd'hui, eh bien, je peux dire qu'aller chez le coiffeur, entre les années 70 et aujourd'hui, pendant 50 ans, il n'y a eu aucun progrès. Et pourtant, c'est de plus en plus cher. Comme professeur, comme chercheur, comme écrivain, comme lecteur, évidemment, j'ai été diversement affecté par ces bouleversements, très profondément. Mais il me semble qu'il faut bien constater qu'il y a eu très peu de progrès. Pensons à l'enseignement. Voilà, nous sommes dans une belle salle avec des appareils qui nous permettent d'utiliser des images plus facilement. De manière très délibérée, j'ai choisi de ne pas utiliser de présentation. De temps en temps, j'essaye de faire une conférence sans PowerPoint pour voir si j'en suis encore capable. Et aussi pour voir si vous êtes encore capable d'écouter une conférence sans PowerPoint. Quand j'étais jeune, il n'y avait que ça. Ce sont donc des facultés humaines qu'il faudrait pouvoir conserver. L'enseignement, c'est un domaine où, me semble-t-il, les progrès ont été minimaux. Et d'une certaine manière, c'est dramatique. Il faut autant de temps aujourd'hui pour apprendre à lire à un enfant que chez les Grecs. Il faut autant de temps aujourd'hui pour apprendre à compter à un enfant qu'au Moyen-Âge. Et comme je le disais, si on fait plus vite, c'est mal fait. Pendant longtemps, parmi les responsabilités que j'ai eues, j'ai fait partie de ce qui s'appelait le Haut Conseil de l'éducation. J'ai donc visité beaucoup d'écoles et de collèges de France, peut-être à Cergy-Pontoise, des collèges où il y avait des classes numériques magnifiques, coûteuses, des ordinateurs partout. Et pourtant, les résultats des petits Français au test PISA de l'OCDE ne font que se dégrader. Les classes numériques n'améliorent nullement les résultats scolaires. Au fond, pour apprendre à lire et à compter,
il suffit d'un tableau noir et d'un bout de craie. Dans l'enseignement supérieur, on cherche désespérément, depuis qu'on est entré dans le numérique il y a 40 ou 50 ans, on cherche désespérément à trouver ou arracher la productivité. Aux États-Unis, j'ai vu des sommes considérables engouffrées dans cette recherche. Il y a quelques années, on pensait avoir découvert, enfin, la pierre philosophale. C'était ce qu'on a appelé les MOOCs. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de ces MOOCs. On a dit, les MOOCs, après quelques cours à Stanford, qui avaient réuni beaucoup d'étudiants, les MOOCs, c'est la solution. On n'aura plus besoin de construire de bâtiments. On pourra aller directement sur Internet et on n'aura pas besoin de construire d'universités dans les régions du monde où il n'y en a pas encore. Ça sera comme pour le téléphone. Dans ces pays où on a pu sauter l'étape du téléphone fixe et passer directement au portable. On démocratisera ainsi l'enseignement supérieur. Ça a été un échec à peu près radical, puisqu'on s'est aperçu que ceux qui terminaient les MOOCs, c'est-à-dire très peu, entre 5 et 10%, c'était ceux qui étaient déjà diplômés, qui avaient déjà appris à apprendre. Et quand on nous parle des MOOCs aujourd'hui, eh bien, ils servent essentiellement, ils n'ont plus de open, et ils n'ont plus de open que le nom, ils n'ont plus d'ailleurs, j'oublie leur nom, comme leur nom c'est Spooks ou quelque chose de cette sorte, eh bien, ils servent à la formation continue, à la formation professionnelle, où ils sont évidemment beaucoup plus efficaces, mais ils ne sont plus ni massive ni open. Et j'en conclus que nous n'avons pas trouvé comment augmenter la productivité, sinon de manière marginale, dans l'enseignement. Dans la littérature, comme je disais tout à l'heure, peu de gains de productivité. Ça met autant de temps aujourd'hui pour faire un bon roman que du temps de Flaubert. Il n'y a pas de gain de productivité. Ou alors on fait des mauvais romans. Ce qui est toujours possible, et il y a toujours eu des mauvais romans. J'ai parfois entendu des écrivains dire « si c'est fait au traitement de texte, alors ça n'est pas de la littérature ». Pour que ce soit de la littérature, il faut écrire avec une plume sur du papier. Faire très attention à ces raisonnements. On les a entendus à chaque étape du progrès technique. L'une des plus grandes inventions de l'humanité, c'est la plume de fer, en 1830, en Angleterre. L'invention de la plume de fer, alors que jusque-là on écrivait avec des plumes d'oie, qui avaient une pénurie de plumes d'oie en France, en Allemagne, en Angleterre, qu'on importait des plumes d'oie de Russie et de Pologne. L'invention de la plume de fer est capitale dans notre histoire, c'est celle qui a permis la démocratisation de l'enseignement primaire en France, en Angleterre. Il n'y aurait pas eu de démocratisation de l'enseignement primaire sans invention de la plume de fer en 1830. Or, presque tous les écrivains ont refusé la plume de fer. La plume de fer, c'était la fin de la littérature. Je vous cite l'un d'entre eux, 1836. La plume de fer, c'est la honte, c'est le déshonneur, c'est le fléau des sociétés modernes.
Enfin, je vous le dis, le monde ne mourra ni par la vapeur, ni par le gaz hydrogène, ni par les ballons, ni par les chartes constitutionnelles, ni par les chemins de fer. Le monde mourra par la plume de fer. Le monde n'est pas mort. Il a survécu à la plume de fer, il a survécu à la machine à écrire, il a survécu au stylo avec un réservoir, il a survécu à la machine à écrire et je crois qu'il survivra au traitement de texte et que la littérature n'en mourra pas. Quant à la recherche, est-ce que nous avons connu des progrès dans la recherche, dans le monde numérique? J'ai l'avantage, à cause de mon âge, d'avoir connu les deux mondes. Et je me rappelle très bien l'achat de mon premier ordinateur en 1985, lorsque je suis parti enseigner à Columbia. Aussitôt arrivé, j'ai acheté un ordinateur. Avant de partir, je travaillais à Paris et je travaillais à l'édition de Proust. Tous les jours, j'allais à la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu. Je lisais les manuscrits de Proust, les brouillons. Une immense masse, difficile à déchiffrer. Je les recopiais au crayon, parce qu'on n'a pas le droit d'introduire d'autres instruments d'écriture dans les cabinets des manuscrits que le crayon à mine de plomb. Je recopiais, le soir je rentrais chez moi, je tapais à la machine. C'était déjà une machine électrique, mais enfin, tout juste. Je tapais à la machine. Le lendemain matin, je retournais à la Bibliothèque nationale et avec du Tipex, objet qui n'existe plus, ce blanc qu'on mettait sur les dactylographies, je corrigeais la dactylographie. 2 ans plus tard, si j'avais fait ce travail, je serais allé à la Bibliothèque nationale avec mon ordinateur portable. J'aurais gagné au moins 60% du temps. C'est pourquoi il ne faut pas travailler trop vite. Parfois, il faut attendre. J'aurais gagné beaucoup de temps si j'avais attendu le portable. Évidemment, l'ennui, c'est qu'à l'époque, les batteries de mon premier portable duraient 1h30, je crois. Encore question de progrès technique. Et bien sûr, il n'y avait pas de prise de courant à la Bibliothèque nationale. Donc, j'aurais de toute façon été paralysé. Mais je peux admettre que dans le domaine qui me concerne comme chercheur, j'ai connu des progrès assez considérables. Ne les exagérons pas tout de même. Certains me disent, oui, maintenant nous pouvons travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Oui, c'est vrai. À 3 heures du matin, je peux consulter les manuscrits de Proust. Je vous conseille vivement d'aller les consulter sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale, qui est un site superbe. Mais vous pouvez consulter presque toutes les bibliothèques du monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, depuis le monde entier. Certains disent que c'est un immense progrès. Bon, j'ai envie de dire oui, dans le temps, je pouvais lire des livres 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Rien ne m'en empêchait. Et peut-être que je lis beaucoup moins de livres aujourd'hui. Dans le temps, je pouvais aussi travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On a toujours pu travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Mais vous voyez quel est finalement le verrou, puisque je parlais en termes de productivité. Le verrou, au fond, en dernière instance, c'est la lecture. Voilà bien le modèle de l'activité pour laquelle il n'existe pas de gain de productivité. Et c'est pourquoi la lecture est peut-être ce qui est le plus fragile aujourd'hui, le plus en danger, y compris la mienne. Je sais que moi qui ai connu les deux mondes, le monde physique et le monde numérique, je lis moins, je lis autrement, je lis de manière parcellaire et non intensive, je lis de manière inattentive. Perte de l'attention liée à notamment cette multi-activité. J'en vois là qui, parmi vous, sont en train de faire leur courrier électronique ou de consulter je ne sais pas quoi. La multi-activité, c'est bien la donnée de ce monde contemporain. L'absence d'attention. Mais je crois tout de même qu'on peut être un peu réconforté par le fait que dans nos pays, dans la plupart du pays, il y a un plateau de croissance du livre numérique. Aux États-Unis, c'est en gros 20% du chiffre d'affaires de l'édition. En France, c'est évidemment beaucoup moins. Ça doit être, aux dernières nouvelles, autour de 10%. Non, on est entre 6 et 8% du chiffre d'affaires de l'édition pour le livre numérique en France. Évidemment, avec une grande disparité de secteurs. Dans les secteurs comme le droit ou la médecine, le livre numérique est pratiquement à 100% aujourd'hui. Mais pour la littérature, il y a un plateau, aussi bien dans les pays où le livre numérique s'est fortement développé que dans les pays comme celui-ci où ça ne l'est pas. Et ce plateau voudrait nous indiquer que nous restons des lecteurs hybrides. Nous souhaitons lire de manière numérique dans un certain nombre de domaines, mais nous souhaitons continuer à lire des livres imprimés dans d'autres circonstances, et notamment pour la littérature. Je crois qu'il y a un certain conservatisme des lecteurs pour qui le livre reste un objet idéal. Alors bien sûr, là aussi, il faut être très prudent. C'est comme cette histoire que je décrivais tout à l'heure de la plume de fer. La plupart des écrivains, des intellectuels, ont condamné dans les années 1950 et 1960 l'arrivée sur le marché du livre de poche. Le livre de poche a été condamné de manière quasi unanime dans les années 50 et 60 par les autorités de la culture, faisant valoir l'argument que la culture de poche, c'était une culture jetable, comme les Kleenex, les rasoirs jetables, inventés à la même époque, et les briquets jetables, inventés en même temps. On était entré dans une culture du jetable. Me semble-t-il, le monde a survécu aux livres de poche. La lecture et la littérature ont survécu aux livres de poche et probablement ne se portent pas si mal aujourd'hui.
Un dernier point que je voudrais aborder, si j'ai encore une minute, je ne sais pas si j'ai encore une minute, je ne sais pas. Il y a une pendule là-bas, il est 10 heures. Eh bien, c'est les rapports de la littérature actuelle et de l'innovation que je traiterai vite. J'ai fait valoir jusqu'ici qu'il y avait eu entre littérature et technique, depuis au fond le milieu du XIXe siècle, un jeu assez compliqué de modèles de la technique. Les beaux-arts et les belles-lettres sur le modèle des arts et métiers. L'artiste sur le modèle de l'ingénieur. Les deux représentants de l'avant-garde de la société. Et peut-être peut-on dire, en effet, que la littérature du XIXe et du XXe siècle a connu l'équivalent des inventions techniques. Il y a eu des inventions en littérature au XIXe et au XXe siècle. Des inventions qui ressemblent au progrès technique et des inventions qui auraient quasi pu être brevetées. Par exemple, le poème en prose. Qui a inventé le poème en prose? Qui a inventé le poème en prose? Je vous regarde. Baudelaire, avec le spleen de Paris. On dit parfois qu'il y a eu des antécédents à Aloysius Bertrand. Mais non, c'est Baudelaire qui a inventé le poème en prose, le spleen de Paris, petits poèmes en prose. Pourquoi l'a-t-il inventé? Parce qu'il en a écrit la théorie, qui est la dédicace du spleen de Paris. Une invention est accompagnée d'une théorie. Et c'est pourquoi on peut considérer le poème en prose comme une invention. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme invention? Le vers libre. Le vers libre, un peu plus tard dans le siècle, c'est une invention à laquelle on peut associer des noms propres d'inventeurs et des quasi-brevets. Troisième invention en poésie, l'écriture automatique. L'écriture automatique inventée par les surréalistes, puisque Breton en a écrit le Manifeste en 1923. Un manifeste qui s'approprie cette invention. Dans le roman, ne peut-on pas parler de la même façon d'invention? On nous dit Flaubert a inventé le style indirect libre. C'est pour ça qu'il a eu un procès, d'ailleurs, avec Madame Bovary, parce que cette invention était choquante. Il n'y avait pas de morale, puisque tous les personnages parlaient de manière libre. C'est une invention. Ensuite, une invention dans le roman, ce qu'on appelle le stream of consciousness, le courant de conscience. Là aussi, il y a des précurseurs. Mais l'inventeur, c'est James Joyce, Virginia Woolf. Ce sont des inventeurs. Après eux, le roman n'est plus comme avant. Après eux, la poésie n'est plus comme avant. Ils ouvrent une nouvelle époque, un nouveau monde, une nouvelle discursivité. Peut-être que Céline, dans Le Voyage au bout de la nuit, est l'inventeur d'un nouveau rythme, d'un nouveau style. Au fond, dans la littérature, il y a bien eu des inventeurs. Et lorsque j'étais jeune, lorsque j'avais 20 ans, il me semble que l'on était encore dans cette époque de l'invention.
dans cette époque où la littérature était conçue sur le modèle de l'invention technique. Voici ce que disait Nathalie Sarraute. Nathalie Sarraute, c'est une grande romancière de ce qu'on a appelé le nouveau roman dans les années 50, avec ce culte de l'innovation, du nouveau. Nathalie Sarraute disait, c'était en 1964, lors de conférences qu'elle faisait sur le nouveau roman dans des universités américaines. Elle disait « La littérature m'apparaît comme une course de relais. Chacun prend le témoin des mains d'un écrivain qui l'a précédé. Il n'est pas possible de revenir en arrière, ni même de rester sur place. Si tu restes sur place, tu meurs, disaient les écrivains du nouveau roman. Si tu ne prends pas le relais et ne vas pas plus loin, tu ne vaux rien. On peut cultiver les œuvres du passé, mais pour d'autres raisons, comme des jalons vers l'œuvre contemporaine, vers l'œuvre moderne. Le mouvement, elle continue, le mouvement qu'on appelle le nouveau roman est très sain. Il était nécessaire, il prend sa place dans un développement irréversible. Le nouveau roman est à sa place dans le développement irréversible de la littérature, dans le progrès de la littérature, pour lequel il n'y a pas moyen de retourner en arrière. On trouverait les mêmes témoignages dans les arts plastiques ou dans la musique des années 60, 70 du siècle dernier. Pensez à un compositeur comme Pierre Boulez, professeur au Collège de France, lui aussi, qui était dans ce mouvement de l'avant-garde et de l'innovation. Je terminerai sur cette question. Quel artiste aujourd'hui défendrait cette idée? La réponse, vous restez très silencieux parce que vous n'avez aucun nom à me proposer. Aucun artiste aujourd'hui, aucun écrivain, en tout cas, ne défendrait l'idée des années 1960 ou 70 ou encore 80 que la littérature doit aller plus loin, qu'elle est prise dans un développement irréversible et que le mot d'ordre de l'innovation s'applique à elle. Et vous voyez le paradoxe sur lequel je voudrais conclure, ou disons ce croisement. Alors que nous sommes dans un monde numérique où l'innovation est l'impératif catégorique, plus que jamais, il se pourrait bien que dans le domaine de la culture, de la littérature et des arts, tandis que jusque-là, ce mot d'ordre avait été appliqué, eh bien, la littérature et la culture fassent exception. Et je terminerai en disant qu'il se pourrait bien que cette exception soit liée à ce que j'indiquais et qui est cette condition de la littérature et de la culture d'être un domaine où on a vraiment de la peine à arracher des gains de productivité. Merci. Merci beaucoup, professeur Antoine Compagnon, de cet exceptionnel, remarquable exposé qui nous prolonge dans les
dans les différentes profondeurs de la littérature, du temps également. Merci beaucoup. Nous allons appeler les étudiants à venir sur scène qui ont préparé les questions, si vous voulez nous rejoindre dès maintenant. Bonjour, c'est bon. Bonjour Monsieur Compagnon, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Vous avez évoqué À la recherche du temps perdu de Proust, dans lequel Proust évoque ces problématiques du temps et du changement. Quelles leçons pourrait-on en retirer pour faire face à toutes les transitions et tous les changements qui vont avoir lieu d'ici à 2050 ? Quelles leçons retirer de Proust pour affronter les défis Tout à fait. que je décrivais? Quelles leçons retirer de Proust? Je pense que la première leçon, c'est de le lire. Et comme ça fait 3000 pages, c'est long. Et cela rencontre très exactement le problème que je décrivais tout à l'heure, qui est celui de ce verrou que constitue la lecture dans un monde où on doit toujours gagner du temps. Lorsque l'œuvre de Proust a été publiée, il y avait déjà des gens qui disaient l'œuvre de Proust est longue. C'est une vieille idée reçue. L'œuvre de Proust est longue, l'art est long et la vie est brève. Ça vient d'Horace. L'art est long et la vie est brève. Vous voyez que cette question que je dis de l'absence de gain de productivité, les Grecs et les Romains la connaissaient déjà. Proust, c'est long à lire. Quand j'étais enfant, dans la presse, il y avait des publicité pour la lecture rapide, speed reading. Dans les journaux qu'on consultait là, chez le coiffeur, je parlais des coiffeurs, publicité pour la lecture rapide. Quand j'étais enfant, j'étais fasciné par ces publicités. Je me disais, il faut absolument que je prenne des cours de lecture rapide. Si je conquiert cette faculté, je maîtriserai le monde. Si je sais lire vite, je dominerai. Je ne me suis jamais inscrit à un cours de lecture rapide, je n'ai jamais payé, puisque c'était toujours un attrape-nigo que ces cours de lecture rapide. Il n'y a pas de lecture rapide. Il faut bien accepter cette idée. Et je crois que c'est une idée qui est absolument capitale dans notre monde numérique. Je vous disais tout à l'heure, je crois que ma génération a bénéficié d'une chance extraordinaire, d'avoir été formée au monde physique et ensuite d'avoir découvert le monde numérique et d'avoir bénéficié des deux. Vraiment bénéficier des deux, tirer profit des deux. J'espère que les générations suivantes qui bénéficient du monde numérique ne vont pas larguer l'autre monde. Et c'est pourquoi je disais que, évidemment, je suis très content du développement de la lecture numérique, mais je ne suis pas mécontent qu'elle ait atteint un plateau et que le livre physique, qui est un objet assez idéal, se maintienne. Donc, Proust, eh bien, lisez-le. Commencez par lire Du côté de chez Swann, le premier volume dans mon édition. Mais c'est l'édition Folio, je vous la recommande. Mais surtout, ne lisez pas la préface avant de lire le livre. Surtout, ne lisez jamais les préfaces avant de lire les livres. Il faut se livrer à la littérature
avant de lire les modes d'emploi. Je ne suis pas partisan de lire les modes d'emploi. Je considère qu'un objet technique dont on doit lire le mode d'emploi avant de l'utiliser est un objet technique qui a été mal conçu. Donc, ne lisez jamais les préfaces. Merci beaucoup. Bonjour, Professor Compagnon. I'll be addressing my question in English, if that's all right. I'll be addressing my question in English, if that's okay. Yes? So we've been talking about digital transition a lot this week. And I had a question about actually the data revolution in connection with literature, because a few years ago, big data analysts, they analyzed Shakespeare's works and found that about 17 of his works were actually co-authored by his contemporaries. So do you feel that similar methods of textual analysis can be performed on French literature to understand authorship and influence, or should it remain a purely human endeavor? Question donc, je réponds en anglais ou en français? Je réponds en français puisque c'était en français. Question sur les humanités numériques. C'est une question très pertinente puisque j'ai évoqué les progrès de la recherche. Y a-t-il des progrès dans la recherche dans mon domaine? Et question des humanités numériques. Alors, vous faites référence au big data dans le domaine du numérique et aux recherches qui ont été rendues possibles. Je considère que pour le moment, les résultats sont très mineurs. Vous évoquez le cas de Shakespeare. Donc, il y a eu des analyses statistiques faites sur le corpus de l'œuvre de Shakespeare et la question de l'attribution d'un certain nombre d'œuvres de Shakespeare qui a toujours été en doute, incertaine. Vous savez que le théâtre élisabétain était écrit en collaboration. La notion d'auteur, qui est la nôtre, qui est une notion moderne, n'avait pas encore cours au XVIe siècle et ont collaboré, notamment à des œuvres de théâtre. Et l'analyse statistique faite sur le big data du corpus shakespearien, ou du corpus attribué à Shakespeare, a permis de vérifier ce qui avait toujours été dit. Autrement dit, ça n'a nullement remplacé, l'intelligence artificielle n'a nullement remplacé les interprétations qui avaient été déjà faites. Pour le moment, ce que les humanités numériques, dans ces questions d'attribution, ont pu faire, c'est des confirmations d'interprétations déjà faites. Il n'y a pas de grande nouveauté. Cela dit, c'est tout de même très, très intéressant. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais comment fonctionne l'analyse statistique des humanités numériques sur les corpus littéraires? C'est très contre-intuitif. Traditionnellement, on pensait que la signature de l'écrivain, ce qui permet d'identifier un auteur dans un style, on pense de manière intuitive que ce sont les mots lexicaux. L'analyse des humanités numériques et du big data, elle fonctionne sur les mots insignifiants. La signature d'un écrivain, ce sont les articles, les prépositions, les pronoms. C'est là que l'on fait des statistiques significatives. La signature d'un écrivain, elle est dans ce que nous ne lisons pas. Lorsque nous lisons vite, nous allons très vite par-dessus tous les mots outils. Eh bien, ce sont dans les mots outils que se trouve la signature d'un écrivain. Donc ça, c'est très intéressant. Mais là encore, est-ce vraiment nouveau? On n'avait pas pensé à ça pour la littérature, mais en histoire de l'art,
depuis le XIXe siècle, on sait que les questions d'attribution en peinture, elles sont résolues en regardant quoi? En regardant quoi dans un tableau? Ce qui n'a aucun intérêt. Et ce qui est fait automatiquement, c'est-à-dire les ongles, les lobes d'oreille. On ne regarde pas les yeux pour identifier un tableau. On regarde ce qui est sans intérêt. Et là où le peintre a travaillé de manière automatique et non intentionnelle. Donc c'est la même chose. Vous voyez qu'on retrouve l'idée que le style d'un artiste, ce qui fait vraiment son identité, sa signature, c'est ce qui ne l'intéresse pas. Les ongles, les prépositions. Mais je suis très intéressé aux humanités numériques. Je considère simplement que pour le moment, c'est encore un peu embryonnaire. J'ai un collègue, un ami, qui a écrit un livre qui s'appelle Franco Moretti, qui a écrit un livre qui s'appelle Distant Reading, et qui considère en effet que le meilleur lecteur, c'est la machine. Parce que la machine, elle peut lire tous les livres. Moi, pendant que je lis La recherche du temps perdu, la machine aura lu toute la littérature du XXe siècle. Et donc, elle pourra aller beaucoup plus loin. Vous voyez qu'on est dans des considérations étranges, puisque jusqu'à présent, ce que l'on privilégiait, c'est ce qu'on appelle en anglais le close reading. Close reading versus distant reading. Eh bien, le distant reading nous apporte des contributions très, très importantes. Thank you. Bonjour. J'ai une question sur vous, sur votre parcours. Donc, à l'origine, vous étiez ingénieur et vous avez déclaré que vous n'aviez plus envie de construire des ponts. Et donc, cette envie de ne plus construire des ponts, est-ce qu'elle est apparue à la suite d'un événement précis, ponctuel, ou est-ce que c'était le fruit d'un plus long processus de réflexion? Et qu'est-ce qui vous manquait à l'époque et qui vous a donné envie de vous reconvertir dans la littérature? C'est une question, oui, c'est une question sur les transitions. Comment fait-on une transition entre le métier d'ingénieur, puisque j'ai été ingénieur des ponts et chaussées, et le métier de professeur? C'est ça un peu la question. Bon, c'est une question qui est probablement liée à la manière dont la sélection se fait dans le système scolaire français. J'ai fait mes études secondaires aux États-Unis. Et puis je suis revenu en France en fin du secondaire. Et à l'époque, ça s'appelait Matélème, ce qui est devenu la terminale C. Ensuite, après Matélème, on m'a envoyé en maths sup, et puis on m'a envoyé en maths spé, et puis je me suis retrouvé élève à l'école polytechnique. Quand j'étais élève à l'école polytechnique, j'ai fait une licence de lettres, parce que ça me plaisait, la littérature. À l'époque, Polytechnique, c'était au centre de Paris, donc il n'était pas difficile d'aller suivre des cours à l'université. Et puis ensuite, j'ai fait une thèse de lettres. Et puis, à l'époque, j'étais ingénieur des ponts et chaussées. Et puis ensuite, oui, peu à peu, j'ai changé de métier. Mais vous avez pu constater que je m'intéresse toujours à des questions. Les questions techniques ne sont pas étrangères. Et je pense que notamment lorsque j'étais dans le Haut Conseil de l'enseignement, je suis très hostile à la thèse des deux cultures. La thèse de C.P. Snow, The Two Cultures et le conflit des cultures. Je pense que les deux cultures sont indispensables, culture scientifique et culture littéraire. Mais il y a des conséquences, évidemment, sur ce que vous posez comme question. Je suis professeur à l'université depuis 45 ans maintenant, et pourtant je ne crois pas beaucoup à l'enseignement. Voilà. L'enseignement supérieur n'a pas beaucoup d'importance. On peut faire tout après. Et le système scolaire français, c'est vrai, est un système où on pense que tout est joué beaucoup trop tôt.
Tout n'est jamais joué. Et je suis personnellement très favorable à un système de formation tout au long de la vie où les choses ne se jouent pas dès le choix de la filière à l'entrée au lycée ou à l'entrée à l'université. J'ai beaucoup enseigné aux États-Unis. J'apprécie beaucoup aux États-Unis que la formation de BA soit encore une formation très généraliste, qui n'interdise pas des choix professionnels très divers au terme du BA. Au terme du BA, on ne sait pas encore si on sera juriste, architecte ou médecin. Et c'est encore possible. Et je veux dire que cela reste un de mes grands regrets de constater que c'est toujours assez difficile en France. Donc, dans votre réflexion sur les transitions, il faut penser à ces transitions-là que l'on peut faire tout au long de la vie d'une activité à l'autre et dans des univers professionnels très différents. Bonjour. Alors moi, j'ai été marquée par, entre guillemets, la transformation qu'a opérée la littérature sur vous. Comme Ève l'a dit, vous êtes polytechnicien, vous débutez avec une carrière d'ingénieur et vous y mettez fin pour vous consacrer, entre guillemets, pour vous consacrer à votre passion. Quelques années plus tard, dans une interview réalisée par le Collège de France, intitulée d'ailleurs « La littérature nous transforme », vous affirmez « Je suis ce que les livres m'ont fait ». Alors moi, ce que les livres m'ont fait. Alors moi, ma question, elle est simple, c'est comment pensez-vous que justement la littérature de nos temps modernes pourrait justement transformer notre génération ? Comment la littérature pourrait transformer votre génération ? C'est vrai que je pense que je me suis intéressé... si j'avais eu le temps de continuer mon propos, mais j'ai dû l'interrompre, j'aurais abordé la question qui est celle-ci. J'ai terminé en disant que dans la littérature, il y avait des inventions techniques. Mais je crois qu'il faut aller au-delà. Ce que la littérature a inventé hors de la littérature. Ce que la littérature a inventé hors de la littérature, puisque c'est ça qui est important. Et vous avez remarqué que dans mon propos, j'ai insisté à différents moments sur les inventions, notamment celle de Baudelaire, capitale, qui est celle de la modernité. Je crois que je me suis intéressé, d'un bout à l'autre de cette carrière, à des écrivains qui ont inventé quelque chose hors de la littérature, qui déborde la littérature, qui change quelque chose à la vie, et non seulement à la littérature, qui innove, qui invente au sens très fort dans la vie et non seulement dans la littérature. Pensons à Montaigne, puisque j'ai passé beaucoup d'années à travailler sur l'œuvre de Montaigne. Je crois qu'on peut dire que Montaigne est l'inventeur du sujet moderne. Montaigne, comment dire ça ? Ça paraît très excessif de dire Montaigne est l'inventeur du sujet moderne. Mais sans Montaigne, on n'aurait pas Pascal, on n'aurait pas Shakespeare. Je parlais de Shakespeare tout à l'heure. La tempête de Shakespeare, dont le personnage, un des personnages importants s'appelle Caliban, anagramme des cannibales de Montaigne. On n'aurait pas Rousseau et les Confessions. Montaigne est pour moi l'inventeur du sujet moderne, au sens, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mon propos, au sens où le sujet moderne, c'est le lecteur.
c'est l'homme ou la femme qui est formé par ses lectures. Montaigne, c'est pour ça que c'est un tournant capital. Montaigne, au milieu du XVIe siècle, il est dans sa tour, que vous pouvez aller visiter près de Bordeaux, c'est un très bel endroit. Il est dans sa tour avec tous les livres. Tous les livres. L'imprimerie est une invention toute récente. L'imprimerie a été inventée il y a 40 ans. N'oublions pas, l'imprimerie s'est répandue aussi vite que l'ordinateur personnel. Aussi vite que l'ordinateur personnel. Je parlais tout à l'heure de la plume de fer. Ce sont des inventions considérables. 40 ans après l'invention de l'imprimerie, Montaigne est dans sa tour avec tous les livres, grec et latin. Il les a tous. Et les essais, c'est l'histoire de la lecture de tous les livres. Ce qu'avait Montaigne dans sa tour, ça tient aujourd'hui dans une clé USB, toute la littérature grecque et latine. Mais avec Montaigne, le sujet moderne qui s'invente, c'est un lecteur. Et c'est pourquoi j'insiste tant dans le propos que j'ai tenu sur la lecture et sur la question qui est cruciale pour l'avenir de l'état de la lecture prolongée, de la lecture attentive, de la lecture solitaire, qui a été celle du livre imprimé depuis Montaigne jusqu'au tournant que j'ai connu. Alors vous posez la question, mais la littérature d'aujourd'hui, à quoi nous prépare-t-elle? Quelle transformation? Je disais, Montaigne, c'est l'invention du sujet moderne. Baudelaire, c'est l'invention de la modernité dans laquelle nous sommes encore. Proust, c'est, on pourrait dire, l'invention du moi en même temps que Freud. Il y a une très très grande cohérence entre le moment proustien et le moment freudien. Si Proust a vraiment connu une apothéose à partir des années 1960, c'est avec cette très forte coïncidence avec la lecture de l'œuvre de Freud à ce moment-là. Alors, nos écrivains d'aujourd'hui nous apportent-ils quelque chose d'équivalent? C'est ça? Et là, je suis beaucoup plus perplexe. Je suis beaucoup plus perplexe parce que je crains que les écrivains d'aujourd'hui, comme nous tous, comme moi, lisent moins. Lisent moins. Tout le monde lit moins. Et il n'y a pas de grande littérature sans se nourrir des livres et par la lecture. Mais attendons de voir. Attendons de voir, comme pour les humanités numériques. Il n'y a pas de grands écrivains chaque saison. Vous voyez, les prix littéraires chaque saison, c'est comme la mode. Ce ne sont pas des inventions, ce ne sont pas des instaurations. Il n'y a pas un écrivain qui instaure quelque chose toutes les saisons, ni même probablement tous les 10 ans. Donc, attendons le prochain Montaigne, Baudelaire, Shakespeare, Joyce, Proust, mais soyons assurés qu'ils viendront. Merci beaucoup, professeur Antoine Compagnon. Merci aux étudiants d'être venus pour cette conférence et intervention. Merci infiniment.